Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Alors en ce lundi férié, on va en profiter pour peut-être prendre un petit peu de distance et reposer un certain nombre de sujets autour de l'actualité internationale et géopolitique de ces derniers jours, de ces dernières semaines, même si elle ne s'est pas vraiment arrêtée, cette actualité, puisque Donald Trump... comme souvent, s'est exprimé hier. Il a dit hier soir espérer un accord dans la semaine entre Russie et Ukraine. C'était sur son réseau Truth Social. Il avait dit qu'il ferait la paix en 24 heures entre les deux belligérants. Est-ce que là, un accord dans la semaine, est-ce que ce pronostic, on peut le croire, Frédéric Ancel? Je suis pas certain que ce soit beaucoup plus sérieux que lorsqu'il avait dit effectivement que ça serait en 24 heures. Néanmoins, au-delà des ricanements justifiés lors des rodomontades fréquentes de Trump, je pense qu'il y aura à court moyen terme un cessez-le-feu. Simplement parce que M. Zelensky, lui, il n'a pas le choix. Sur le plan militaire, sur le plan politique, il est pas seul parce qu'il y a l'Europe derrière, sauf que l'Europe, pour l'instant, sur le plan stratégique et militaire, c'est pas grand-chose, et pour cause. Et M. Poutine a beau, lui aussi, faire le matamor, en réalité, son armée a subi en 3 ans des coups extrêmement durs. Il n'est absolument pas certain qu'il soit satisfait de voir son économie s'inféoder à l'économie chinoise. Et enfin et surtout, dans une dictature, et en tout cas dans un régime autoritaire comme c'est le cas en Russie, ce qu'on craint le plus, ce sont les mamans des soldats au front. Je veux dire par là que s'il n'y a pas une opinion publique capable évidemment de s'exprimer en démocratie, là encore par définition et pour cause, malgré tout, il n'est pas du tout évident qu'il n'y ait pas aujourd'hui une insatisfaction grande, profonde au sein d'une population qui quand même s'est appauvrie et qui quand même a vu des centaines de milliers de soldats soit morts, soit blessés au front. Quand vous dites court, moyen terme, pour qu'on comprenne bien, c'est des semaines, c'est des mois? C'est encore des années? Je ferais peut-être assaut d'optimisme, mais je pense que non, c'est pas une question d'années. Je pense que c'est une question de mois, peut-être même de semaines. Donald Trump qui ajoute que l'Ukraine et la Russie pourront ensuite faire de bonnes affaires avec les États-Unis d'Amérique qui sont en plein essor et gagner une fortune, dit-il. Tout tourne autour de l'argent. Pour Trump, c'est ça la diplomatie transactionnelle. Ce matin sur France Info, David Franck, conseiller des Français de l'étranger à Kiev, disait que Trump ne comprenait rien à cette guerre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah ben il comprend rien à la guerre, mais de toute façon ça l'intéresse pas. Alors là encore, on peut toujours ricaner de Trump, sauf qu'il nous avait habitués à ça. 3 campagnes électorales, un mandat, et auparavant, un homme d'affaires qui ne s'intéressait absolument pas aux questions stratégiques, qui d'ailleurs avait voulu se faire réformer lui-même. Donc lorsqu'il parle de richesse et d'argent à se faire, entre guillemets, il est là sur le nord de son unique boussole, que je veux bien nommer le mercantilisme absolu. Et dans mon expression, le terme le plus important, c'est absolu. C'est-à-dire que les États font tous du business en quelque sorte, et lui en plus est un homme d'affaires. Mais là, il n'y a pas, me semble-t-il, de sous-couche politique ou philosophique. Regardez à quel point l'Ukraine, dont il ne sait sans doute pas où la placer sur une carte, le volume d'échange qu'il connaît bien entre l'Ukraine et les États-Unis il y a 3 ans au début de la guerre est de quelques centaines de millions. Pour lui, c'est ridicule. En revanche, il sait, et ce n'est pas faux, que si la Russie se rabiboche avec les États-Unis, il y aura effectivement des milliards ou des dizaines de milliards à, entre guillemets, se faire. Et donc, de ce point de vue-là, alors on peut contester évidemment son incompétence sur le plan géopolitique général, mais certainement pas sur, encore une fois, son mercantilisme absolu. Il ne jure que par cela. Et donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, la guerre qui lui coûte trop cher, la protection des Européens qui lui coûte trop cher, enfin lui qui coûte trop cher aux États-Unis, et depuis le début du XXe siècle, il en parle comme ça. Eh bien ça, c'est quelque chose de très cohérent à ses yeux. Il faut mettre fin à cette guerre qui, encore une fois, pour lui, n'a strictement aucun sens, et il doit gagner de l'argent avec l'arrêt de cette guerre. Je ne crois pas qu'il faille aller plus loin. Vous disiez à l'instant qu'on pouvait imaginer un cessez-le-feu dans un futur assez proche. Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu samedi, une trêve de Pâques guidée, disait-il, par des considérations humanitaires qu'il n'a pas respectées, trêve violée 3000 fois, dit l'Ukraine. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? C'était quoi? C'était un rideau de fumée, cette trêve? Oui. Alors il fallait s'y attendre. D'abord, c'est un rideau de fumée, et c'est une instrumentalisation du religieux au profit du politique. Parce que cette année, Pâques était fêtée le même jour pour les orthodoxes, pour tous les chrétiens. Absolument. Et la grande majorité de la population ukrainienne est orthodoxe. Alors on a des uniates à l'extrême ouest, à Lvov, mais pour le reste de la population, on est orthodoxe. Comme la majorité, bien évidemment, de la population russe. Et pourquoi je dis qu'il instrumentalise le religieux au profit du politique? Parce que on a quand même quelqu'un qui, pendant des décennies, a été dans les services de renseignement d'un État officiellement athée et même athéiste, je parle de l'URSS, qui n'est franchement pas
un pilier d'église, hein, je parle toujours de M. Poutine, et qui, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, un peu plus, depuis pratiquement qu'il est arrivé au pouvoir, demande systématiquement au chef de l'église orthodoxe, dans le pape principal, de bénir toute action politico-militaire qu'il entreprend, alors naguère à Grozny puis à Alep, aujourd'hui en Ukraine, et il en fait tenter plus, il cite régulièrement des passages de la Bible, franchement je pense qu'il vient de les apprendre. Donc on est là effectivement sur quelqu'un qui veut montrer à son opinion publique, au-delà même de la nôtre, parce qu'il sait qu'en Europe, globalement, on est très sécularisé et qu'on s'en fiche un petit peu de ces histoires. Et que personne ne le croira peut-être par ailleurs. Et qu'en plus de ça, on ne le croit plus. Et on ne le croit plus, je le dis d'un mot, notamment parce que par ailleurs, sur le plan géopolitique, il est duplice. Il a abandonné un certain nombre de ses alliés, dont les Arméniens et les Syriens. Son peuple, disiez-vous, peut le croire, l'Europe ne le croira pas. Est-ce que c'est pas aussi un message de bonne volonté envoyé peut-être aux Américains, à Donald Trump, qui dit, regardez, finalement, il n'est peut-être pas faiseur de paix, mais en tout cas, il montre un peu de bonne volonté. Alors c'est une hypothèse crédible, à ceci près que les Américains, de toute façon, ces 3 dernières années, globalement, suivent plutôt une ligne, alors pas la ligne Trump, mais suivent plutôt la ligne pondérée. C'est-à-dire que Joe Biden avait quand même beaucoup de difficultés à faire passer aux Américains le fait qu'il fallait aider l'Ukraine. D'ailleurs, il n'a jamais envisagé d'envoyer le moindre soldat. Là, pour le coup, tous les sondages étaient clairs, les Américains ne veulent plus projeter des soldats loin de leurs frontières, surtout si le caractère, ça ne constitue pas un danger vital pour les États-Unis, et l'Ukraine ne constitue pas un danger vital pour les États-Unis. Donc oui, peut-être. Trump, par contre, je ne crois pas, parce que alors si Poutine n'est pas un pilier d'église, alors Trump, je pense très sincèrement qu'il n'a jamais lu la Bible, et ça, pour le coup, ça l'intéresse vraiment pas. Comment vous expliquez, Frédéric Ancel, cette espèce d'indulgence de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine et ce décalage entre la dureté dont il fait preuve avec le président ukrainien par rapport à sa mansuétude avec la Russie? Alors d'abord, Trump est un viriliste comme Poutine, qui considère que ceux qui perdent ou qui ont perdu à la guerre ou au commerce sont ce qu'il appelle des losers. Et il le dit de manière extrêmement cynique, y compris avec d'anciens prisonniers américains, des soldats américains qui furent prisonniers par exemple au Vietnam. Donc là, il a des mots extrêmement durs. De ce point de vue-là, il est très cynique, très froid. Poutine aussi bien évidemment, et au-delà même d'ailleurs. Et je pense par ailleurs qu'il n'y a pas nécessairement de relations idéologiques particulières, de proximité entre ces deux hommes, parce qu'encore une fois, Trump n'entretient pas réellement d'idéologie, en tout cas en matière d'affaires étrangères. Mais il n'y a pas de pacte caché entre eux. Certains disent que Donald Trump serait un agent double, qu'il serait compromis avec la Russie. Elle se situe où, la vérité? Alors, agent double, je ne crois pas. Je n'ai pas connaissance de preuves qui pourraient étayer une proximité, ou même d'ailleurs une nécessité pour M. Trump de se rapprocher de M. Poutine, moyennant par exemple d'éviter un scandale. Ça, j'en ai pas le. Mais quand même, Frédéric Ancel, c'est vrai que ça peut interpeller quand il y a eu ces frappes sur Soumy il y a une dizaine de jours. Tout le monde condamne. Donald Trump dit c'était une erreur. Enfin, ça peut paraître curieux, comme disait Agathe, le mot de mansuétude peut paraître curieux, indépendamment de considérations géopolitiques. Alors oui et non, parce que si on s'en tient à mon hypothèse consistante à penser que de toute façon il ne jure que par l'argent, le lucre, et donc un cessez-le-feu qui serait lucratif puisque ce serait la fin de la guerre, pourquoi énerver Poutine? Alors, je me permets de vous rappeler, mais vous le savez très bien, qu'il y a quelques semaines, lorsque M. Poutine maugréait quant à un cessez-le-feu et faisait lanterner en quelque sorte M. Trump, celui-ci s'est énervé. Je rappelle quand même que Trump a eu des mots d'impatience assez durs vis-à-vis de Poutine, parce qu'il a bien compris que Poutine n'accepterait pas immédiatement son offre prétendument généreuse. Et il faut dire que souvent Trump varie aussi. D'un mot, est-ce que les Européens sont revenus au centre du jeu après la réunion qui a eu lieu à Paris avec des Américains, des Ukrainiens et des Européens, notamment c'était jeudi dernier? L'Union européenne, je ne sais pas. La France, oui, et heureusement, parce que nous sommes sur le continent. Je ne parle pas des Britanniques qui ont quitté l'Union européenne. Nous sommes la seule puissance globale, seule puissance bien évidemment aussi nucléaire, la principale puissance politique et la deuxième puissance économique du continent. Donc il eût été stupéfiant et décevant que nous n'affirmions pas cette présence primordiale. Après, l'Union européenne, de façon plus générale, au centre du jeu, je veux bien, mais le problème c'est qu'il faut passer maintenant de la dimension économique, qui a été, depuis le traité de Rome de 57, l'ADN, le cahier des charges de l'Union européenne, dont on s'est bien sorti d'ailleurs. Ça marche bien, mais il faut passer de cette dimension-là à la dimension politico-militaire. Un mot peut-être, vous parliez du rôle de la France.
pour poser la question de façon très concrète et très basique, pratiquement, on peut servir à quoi dans cette négociation? Il y avait l'idée de force de sécurité, de réassurance d'une certaine façon de l'Ukraine, etc. Peut-être, mais à l'instant T, en quoi on pèse? On a toujours cette impression quand même que ça se joue entre Washington et Moscou, Kiev vaguement, et nous, bon, on n'est pas forcément dans l'équation. Comment on s'y met? Ah bah on n'y est pas parce qu'on n'est pas une Europe puissance. Ben on s'y met en allant vers la puissance. Ça, je pense que les observateurs qui, en général de bonne foi, s'étonnent du fait qu'à la fin des fins, on risque de retrouver, comme très souvent et notamment comme pendant la guerre froide, un tandem Moscou-Washington. Ces gens-là oublient que depuis la nuit des temps, c'est la puissance qui vous permet de jouer comme acteur primordial et principal. Et de ce point de vue-là, je pense que Paris a raison. Alors on peut reprocher beaucoup de choses au président de la République, notamment en matière d'affaires étrangères, mais certainement pas sur sa cohérence vis-à-vis de ce qu'il a toujours appelé depuis 8 ans, l'Europe puissance ou l'autonomie stratégique. Et sur ce coup-là, c'est son volontarisme aussi qui fait que l'Europe n'est plus complètement hors jeu à Emmanuel Macron. Parce qu'un président qui n'aurait pas été suffisamment volontariste sur cette question-là n'aurait pas permis à la France effectivement de revenir, comme vous l'avez dit, au centre du jeu. Et j'ajoute d'un mot, si vous me permettez, que la France, elle doit pouvoir, et c'est le seul pays aujourd'hui de l'Union européenne, à pouvoir aussi tendre la main au Royaume-Uni, qui le souhaite. Ayant enfin constaté, après 5 présidents successifs, que la relation spéciale, comme le disait Churchill, c'est terminé avec Washington. Et moi, je pense que sans le tandem, sans le moteur, sans le fer de lance franco-britannique, il n'y aura pas d'Europe puissance. Frédéric Ancel, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après le fil info, 9h moins le quart. Maureen Suignard. À son arrivée à Mayotte, Emmanuel Macron rend hommage à la force de résistance de tout le peuple mahorais. Cela fait 4 mois que le cyclone Chido a dévasté l'île et fait au moins 40 morts. Le chef de l'État va présider à distance aujourd'hui le Conseil des ministres pour présenter une loi de reconstruction pour l'île. Un texte qui vise aussi à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. La défense civile palestinienne dénonce des exécutions sommaires. Le 23 mars dernier, 15 secouristes ont été tués par l'armée israélienne. L'armée qui a affirmé hier que cela était la conséquence de désobéissance, de fautes professionnelles. Un officier a été limogé. La défense civile estime qu'Israël cherche à contourner ses obligations au regard du droit international. Le pic de la crue n'est pas encore atteint. 3 départements sont en vigilance orange, la Dordogne, la Gironde et la Corrèze. 1 millier de foyers sont sans électricité en Dordogne et 8 campings ont dû être évacués. Du rouge dans un grand quart nord-ouest de la France aujourd'hui, rouge dans le sens des retours sur la route. C'est la fin des vacances pour la zone B. Et la fin du week-end prolongé pour Pâques, c'est orange dans le reste du pays. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Agathe Lambray. Toujours avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié La guerre mondiale n'aura pas lieu aux éditions Odile Jacob. À contre-courant de ce pessimisme ambiant, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, c'est un autre dossier sur lequel Donald Trump s'investit particulièrement aujourd'hui. Le président américain a déclaré jeudi qu'il préférait trouver un accord sur le nucléaire iranien plutôt qu'une confrontation militaire avec Téhéran. Est-ce que le deal dont rêve Trump aujourd'hui, il est avec l'Iran ? Oui, pour protéger l'Arabie Saoudite, davantage qu'Israël. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors Trump parle beaucoup d'Israël. Trump, avant de devenir président des États-Unis il y a 8 ans de cela, n'avait jamais investi en Israël. En revanche, il a investi par milliards de dollars dans les États pétroliers du Golfe et en particulier en Arabie Saoudite. Et là encore, je reviens à ce que je vous disais. L'Arabie Saoudite est l'un des États les plus solvables au monde, de façon la plus pérenne, parce que l'Arabie Saoudite, c'est la première réserve de pétrole au monde et de loin. Et c'est un État qui, depuis les accords du Quincy de 1945, ça ne nous rajeunit pas, et a fortiori depuis le choc pétrolier de 73, a investi massivement par centaines de milliards de dollars chaque décennie dans l'industrie militaire américaine. Donc de ce point de vue-là, vous imaginez bien que Trump, dont je rappelle que le premier voyage officiel, lorsqu'il est arrivé pour la première fois à la tête dans le bureau ovale, ça a été Riyad, ça a été l'Arabie Saoudite. Ce qui d'ailleurs a étonné beaucoup de gens à l'époque, et c'était évidemment une première. Donc l'Iran est une menace directe pour l'Arabie Saoudite, mais dans les deux cas, si l'Iran se dote de la bombe, l'Arabie Saoudite sera en plein cauchemar pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons religieuses. Mais si on frappe l'Iran et que l'Iran, perdu pour perdu, attaque le détroit d'Ormuz et les installations pétrolières saoudiennes, qu'est-ce qu'aura gagné dans l'affaire Trump? Pas grand-chose. C'est pour ça que Trump essaie de dissuader Israël de frapper l'Iran, alors que Israël est plus proche que jamais de le faire.
Absolument. Et d'ailleurs, la dissuasion se fait avec succès pour une raison très simple, c'est que pour une initiative aussi lourde et potentiellement aussi lourde de conséquences, Israël ne peut pas se passer du feu vert des États-Unis. Un mot, pourquoi pourquoi l'Iran aurait intérêt à cet accord sur le nucléaire? Vous dites dans votre tribune dans l'Express récemment que personne n'a intérêt à ce que Téhéran accède à l'arme atomique, pas même le régime des mollahs. Pourquoi? Oui, parce que la bombe, ça ne se mange pas, ça ne soigne personne, ça ne permet pas de se chauffer l'hiver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la population iranienne souffre d'abord des sanctions internationales, bien évidemment. Je rappelle que le premier train de sanctions lié au nucléaire, c'est en janvier 2007. On est en 2025. Donc la population en souffre beaucoup. Elle souffre beaucoup, évidemment, de la corruption et de l'impéritie catastrophique de ce régime hideux. Mais dans tous les cas de figure, elle souffre. Alors le résultat, c'est que vous avez des manifestations régulières contre les régimes. Vous avez des grèves d'ouvriers contre le régime. Et le régime, la République islamique d'Iran, je veux dire, a peur, pas tellement d'Israël ou des États-Unis, a peur de sa propre population. S'il devait y avoir un printemps arabe, entre guillemets, iranien, donc un printemps iranien, eh bien ce régime risquerait de chuter. Or, fabriquer une bombe, ça coûte très cher. Et je répète que la bombe, ça ne se mange pas. De l'Iran, nous allons aller un petit peu vers l'ouest, vers le sud-ouest, direction Israël, avec Benjamin Netanyahou qui a samedi, dans une allocution, opposé un refus catégorique aux demandes des familles des otages de mettre fin à la guerre à Gaza pour permettre la libération des otages restants. Ils sont 59. Est-ce qu'on est dans un nouveau symbole de la fuite en avant de Benjamin Netanyahou? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, il n'y en a pas une qui échappe à cette règle. Depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, dans toutes les enquêtes d'opinion, Netanyahou perdrait les élections si demain il y en avait. Ça a été vrai d'ailleurs aussi après ces succès militaires retentissants contre le Hezbollah en septembre, octobre et novembre dernier. Et notamment parce que une bonne partie de la population israélienne lui reproche ce qu'a encore dit l'un de ses ministres il y a quelques dizaines de minutes, Smotrich, donc un ministre tout à fait extrémiste, à savoir que la priorité dans cette guerre, c'était pas la libération des otages. Alors, Netanyahou, lui, il n'a jamais dit comme ça. Pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'on a l'impression que son plan est davantage, enfin, si je lis votre réponse, c'est davantage un plan politique qu'un plan stratégique finalement. Politico-militaire. C'est-à-dire que lui considère que c'est en écrasant le Hamas qu'on réussira à récupérer les otages. On est dans la pensée magique. C'est-à-dire que, par définition, perdu pour perdu, et le Hamas est en train de perdre la guerre de manière tout à fait évidente, sur le plan militaire et stratégique, c'est incontestable. Si il a définitivement perdu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire ce qui lui restait comme objet de négociation, puisqu'il n'y a pas de négociation, donc il va tuer les otages. Et d'ailleurs, il en a tué déjà un certain nombre. Et de ce point de vue-là, Netanyahou, lui, n'a jamais dit que ce n'était pas sa priorité, mais on peut considérer que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, il y a eu au moins une égalité de traitement entre l'objectif consistant à vaincre l'ennemi et l'objectif consistant à récupérer prioritairement les otages. Jusque-là, c'était, dans les guerres d'Israël, c'était la deuxième priorité qui prévalait. Là, je dirais qu'on est dans du ex-aequo, sauf que, encore une fois, deux ministres de ce gouvernement, qui sont extrémistes au dernier degré, eux ont toujours considéré qu'il fallait d'abord détruire le Hamas. Et d'ailleurs, lorsque Netanyahou accepte la trêve il y a quelques semaines de cela, l'un des deux démissionne, faisant risquer effectivement au gouvernement de chuter. Benjamin Netanyahou qui reste droit dans ses bottes en permanence, pourrait dire, dans ce conflit. Dernier exemple, le 23 mars dernier, près de Rafah, dans le sud de Gaza, des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur des secouristes. Ils avaient fait 15 morts. Or, une enquête interne de l'armée israélienne a reconnu hier une erreur, tout en disant que c'était exceptionnel et que ces soldats n'avaient pas tiré de manière aveugle. Enquête qui est condamnée par le Croissant Rouge à Ramallah, par la défense civile palestinienne, qui dénonce des exécutions sommaires ce jour-là. C'est si difficile pour Israël, pour le gouvernement israélien, de faire un vrai mea culpa? Là, on a affaire à un gouvernement ultranationaliste. Donc, de toute façon, c'est même pas une question de difficulté. C'est-à-dire que le problème, c'est que, l'un des problèmes, c'est que la doctrine d'ouverture du feu, elle a changé. Donc, elle s'est largement ouverte après le 7 octobre. Parce qu'on disait avant que Tsahal, l'armée israélienne, était justement une des armées les plus sûres du monde, qui faisait des frappes chirurgicales, qui ne touchait pas les civils. Vous dites que cette doctrine, elle a changé? Je vous dirais en tout cas qu'en temps de guerre et après le traumatisme absolu du 7 octobre, l'armée israélienne a modifié, c'est-à-dire que les officiers supérieurs, mais à la fin des fins, le gouvernement, parce qu'Israël reste une démocratie, donc c'est le pouvoir politique qui prédomine en principe, c'est pas le pouvoir militaire, a effectivement lâché la bride sur un certain nombre d'officiers qui eux-mêmes l'ont fait sur
sur un certain nombre de soldats. Maintenant, ça reste, prenons un tout petit peu de recul, je le dis d'un mot, ça reste en temps de guerre un État et une armée qui, globalement, je dis bien globalement, dans une situation extrêmement complexe, reste attaché, disons, à un certain nombre de valeurs morales. J'en veux pour preuve l'essentiel des conflits qui, depuis, je vais vous épargner le Moyen-Âge, l'essentiel des conflits qui, depuis les conventions de Genève du début du XXe siècle et a fortiori depuis 1945, en général, n'ont aucune espèce de patience, d'humour, ni de règles à la guerre. Israël en conserve quand même un certain nombre. Alors Emmanuel Macron, dans ce contexte, a annoncé son intention alors c'est une possibilité de reconnaître un État palestinien en juin. Comment vous avez lu cette intention? Pourquoi maintenant? Et il y a aussi les conditions qui ont été fixées par le chef de l'État qui sont quand même assez nombreuses. Alors c'est ça. La question principale, c'est pourquoi maintenant? D'abord, sur le fond, je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'à terme, la perspective la plus juste, je le dis, je l'écris depuis des décennies maintenant, c'est celle des deux États. D'ailleurs, c'est la solution onusienne. Très bien. Le problème est le suivant. Pourquoi en juin, parce qu'il a annoncé que ça se ferait sans doute en juin 2025, plutôt que jusqu'à présent, plutôt que après? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, sur le terrain, rien n'indique, sur le plan politique ou militaire, du côté israélien comme du côté palestinien, qu'il y aura quelque chose de vraiment nouveau, qui pourrait accompagner cette reconnaissance. Premier point. Deuxième point, il faut que la France, qui est une puissance considérable dans la région et en Europe, puisse obtenir quelque chose. Comprenez ? Si vous changez de cap, ou en tout cas si vous adoptez une posture importante pour la première fois depuis des décennies, enfin pour la première fois. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Alors justement, ce qu'on a peut-être à y gagner, ce serait la reconnaissance réciproque par l'Arabie Saoudite d'Israël. Là aussi, ça a été dit. Moi, je vais vous dire, je demande à voir. Parce que je rappelle que ce serait dans le cadre d'une conférence que la France co-préside avec l'Arabie Saoudite. Donc ça n'est pas complètement anodin non plus. C'est ça. L'Arabie Saoudite qui a déjà annoncé... Ce qui serait un énorme coup diplomatique si ça devait être le cas. Mais ça serait un coup de maître. Alors, si c'est ça... Alors chapeau. Alors là, c'est un coup de maître diplomatique. Il y en a pas si souvent pour pouvoir s'en réjouir pour la France. Or, moi, je considère, d'ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, que ce serait stupéfiant parce que l'Arabie Saoudite, depuis 1945, en réalité, s'inscrit dans le giron, très fidèlement, dans le giron américain. C'est vrai sur le plan diplomatique, c'est vrai sur le plan militaire. Donc qu'un pays, quand même, secondaire par rapport aux États-Unis, au Moyen-Orient, réussisse à faire ça, oui, ce sera un coup de maître. Attention, parce que si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être la possibilité montrée par la France d'entraîner avec elle 2, 3, 4 petits pays, par exemple, de l'Union européenne, 1 ou 2 pays arabes, mais à ce moment-là, je ne vois pas du tout lesquels. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait aucune conséquence. Sinon, la crédibilité de la France sera entaillée. Il faut qu'on avance, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Rapidement, qui pourrait prendre la tête d'un État palestinien aussi? Pas facile, mais vous avez peut-être des idées. Oh là! Alors, on parle de 2 personnalités principales. D'abord, il y a Mohamed Dahlan, qui a été le chef de la sécurité à Gaza avant le putsch illégal et violent du Hamas en 2007, qui a mis dehors l'autorité palestinienne. Dahlan, il vit aux Émirats Arabes Unis, donc il est très modéré, très proche de ces pays modérés, très proche de l'Occident. Bon, et il est soutenu par Israël et par les Américains? Voilà, oui, mais c'est peut-être aussi son problème. Est-ce qu'il est vraiment représentatif d'une partie importante des Palestiniens? La vérité, aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien. Et puis il y a Barghouti, évidemment, qui lui est qui est prisonnier, et donc qui est un statut de prisonnier qui lui confère, à l'inverse, une aura très importante chez les Palestiniens. On surnomme le Mandela palestinien. Voilà, pour l'instant, il est en prison. Ce serait, disons, une piste à terme, à condition qu'en amont, il y ait d'abord la reprise, évidemment, d'un véritable un processus de paix. Pardon. Et que Netanyahou quitte le pouvoir. De toute façon, ça ne peut pas se faire avec l'actuel gouvernement, et ça ne peut en aucun cas se faire tant que le Hamas est armé à Gaza, ça c'est sûr. Dernière question, Frédéric Ancel, sur votre livre, Agathe Lembrun en donnait le titre « La guerre mondiale n'aura pas lieu », c'est chez Odile Jacob. Alors c'est vrai qu'après tout ce qu'on vient de se dire, on peut vous trouver peut-être un petit peu optimiste. Vous expliquez en fait point par point pourquoi un remake de 14-18 et 39-45 n'est donc pas à ce jour possible. Moi j'entends des gens quelquefois qui expliquent là en ce moment la guerre mondiale elle a commencé. Qu'est-ce qui vous fait dire vous que non ? À la guerre, le sang coule. Les gamins ne récupèrent pas leur père, ou alors en plusieurs morceaux, pardon de le dire comme ça, parce que j'aime pas le galvaudage, donc j'aime bien les termes un peu cash, comme on dit chez les jeunes, et les mamans pleurent leur fils. Les rivalités de pouvoir, comme dit le grand géopolitologue Yves Lacoste, ça existe sans doute depuis les toutes premières cités sumériennes. Toutes
ne correspondent pas à la guerre. Les rivalités de pouvoir, la concurrence économique, commerciale, fiscale... Là, on est dans des rivalités. Ce qu'on voit en ce moment, c'est des rivalités de pouvoir. Alors, malheureusement, il y a 3 conflits aujourd'hui. Le Soudan, dont malheureusement on ne parle pratiquement jamais, ce qui est un véritable scandale, entre parenthèses. Dans une certaine mesure, l'Afrique des Grands Lacs. Évidemment, l'Ukraine et dans une moindre mesure aussi la Birmanie. Mais en réalité, quand vous faites tourner le globe terrestre, vous voyez beaucoup de rivalités de pouvoir. Pas nécessairement plus d'ailleurs que dans les décennies ou les siècles précédents. Et globalement, on a affaire à un monde moins létal, moins dangereux tendanciellement que ces dernières décennies. Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et donc votre livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Agathe Lambray. Dans 5 minutes, on retrouve Renaud Dely pour les informer.